Alors, je vais vous parler pendant 3 vidéos de l'histoire du Champ de Mars. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des grands chamboulements au Champ de Mars. On discute de projets pour le transformer. Et pour bien préparer l'avenir, il faut comprendre les choix du passé. C'est très important de comprendre des choix qui sont parfois subtils et mal connus. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de documents, de livres, de vidéos sur la Tour Eiffel, mais il n'y a quasiment rien sur le Champ de Mars. Et pourtant, c'est un lieu très intéressant. Et la troisième raison, justement, c'est que depuis le XVIIIe siècle, le Champ de Mars concentre une quantité d'événements essentiels de l'histoire de France. Je vais décomposer cette histoire en 3 parties. Une première partie, sa création avec l'école militaire et le temps des grandes manifestations politiques comme la fête de la Fédération. Ensuite, la partie la plus glorieuse du Champ de Mars, qui est la deuxième partie du XIXe siècle, avec le temps des expositions universelles qui portent à son sommet le prestige artistique et scientifique de la France. Et puis une troisième partie dans laquelle le Champ de Mars change de destination, change de nature et devient un jardin magnifique et très bien pensé, mais qui ensuite traverse le XXe siècle avec un peu de difficulté. Donc 3 parties. Alors, cette histoire, on va la commencer au début du XVIIIe siècle. À cette époque, le Champ de Mars est à la périphérie de Paris. C'est une sorte de zone marécageuse qui sert vaguement de jardin et d'ortillonnage. Elle se signale par le fait qu'on y enterre une comédienne célèbre de l'époque qui s'appelle Adrienne Lecouvreur et qui est l'amante du maréchal de Saxe, qui est un grand militaire de Louis XV. On l'enterre parce que les comédiennes n'étaient pas enterrées dans des cimetières. Et cet événement garde sa trace par le fait qu'une des principales allées du Champ de Mars s'appelle l'allée Adrienne Lecouvreur. Un mot pour commencer sur l'école militaire. Le Champ de Mars, comme son nom l'indique, Mars étant le dieu de la guerre, était un champ d'entraînement et de manœuvre de l'école militaire. Alors, cette école militaire, elle commence à l'initiative de Louis XV et du maréchal de Saxe. En effet, le maréchal de Saxe est un militaire qui a combattu dans diverses armées et sur divers théâtres d'opérations européens. Comme son nom l'indique, il est d'origine allemande. Et il a compris que l'armée française était insuffisamment formée, notamment les officiers, qui avaient un déficit de ce côté-là. Et il presse le roi de créer une école militaire. Il est aidé dans cette tâche par la marquise de Pompadour, qui est l'ancienne maîtresse du roi et qui maintenant est la maîtresse du maréchal de Saxe. Alors, le roi lance le projet et il veut tout de suite lui donner une dimension grandiose et il confie ça à son architecte Ange Jacques Gabriel. Alors, les travaux sont lancés et Louis XV veut donner au projet une dimension grandiose. Il veut en faire quelque chose de plus grand, de plus magnifique que les Invalides. Et en particulier, ça doit aller jusqu'à l'emplacement de l'actuelle avenue de Breteuil. Et au centre, il doit y avoir une grande église baroque avec des colonnades à la Bernin, dont on trouve encore l'arrondi place de Fontenoy, mais je vous dis tout de suite que ça ne s'est pas fait. Alors donc les travaux sont lancés, et sur ce arrive la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans est une guerre très désastreuse pour la France. Et à la fin de la guerre, l'État français est en difficulté financière. Et le roi, le chantier est interrompu, et le roi vient voir où ça en est et ce qu'on peut faire avec son architecte. Alors malheureusement, l'architecte a commencé par les communs, c'est-à-dire des bâtiments utilitaires sans grandeur architecturale.
Et donc, l'école militaire, c'est juste quelques bicoques et quelques écuries sans intérêt architectural. Ils sont bien embêtés l'un et l'autre, et finalement, le roi abandonne le projet grandiose d'école militaire du départ et il fait en gros juste une façade face au champ de Mars. Pourquoi? Parce que c'est une époque où on est très sensible à la notion de perspective et là, avec ce vaste terrain de manœuvre, il y a une grande perspective juste au bord de Paris et ça serait vraiment dommage de ne pas y mettre une belle architecture en bordure. Donc vous voyez, le champ de Mars résulte de l'école militaire c'est le terrain d'entraînement de l'école militaire. Mais c'est cet espace, ce vaste espace, qui finalement va créer l'école militaire et qui va la rendre nécessaire sur un plan esthétique. Alors, vous voyez que l'école militaire, en fait, inscrit au cœur de Paris le désastre de la guerre de 7 ans et en fait un ensemble monumental beaucoup plus petit et beaucoup plus modeste que ce qui était prévu au départ. C'est quand même une belle construction face au champ de Mars et il y a donc la façade qui est l'œuvre de Ange-Jacques Gabriel qui est complétée sur les côtés par des ailes du 19e siècle mais qui sont très proches dans le temps et dans le style. Il y a une horloge mémorable qui est du dénommé le Pôte qui a créé une grande marque d'horlogerie et de montres qui est toujours active. Et puis vous avez des sculptures de Louis-Philippe Mouchy, qui est de l'entourage de Pigalle. Alors ce qu'il y a d'intéressant et qu'on voit là dans les généalogies, c'est que aussi bien les architectes que les artistes faisaient partie de familles. Quand on voit par exemple la famille des Gabriel, il y a une pullulation d'architectes, de constructeurs, et même chose chez Mouchy, qui lui est d'un milieu dans lequel il n'y en a pas beaucoup, mais qui se marie dans la famille de Pigalle, et lui-même Pigalle, des cousins, des neveux, des machins, ils sont, si vous voulez, l'art et l'architecture sont souvent des affaires quasiment de famille. Alors, donc la défaite de la guerre de 7 ans a marqué l'école militaire, mais il y a deux autres défaites qui l'ont marquée. C'est d'abord la guerre de 1870, la défaite contre la Prusse. L'école militaire, entre-temps, était devenue une simple garnison. C'était son destin d'école nationale a très vite été abandonné avec la construction grandiose. Et on est arrivé à la fin du 19e, en 1870. Et la défaite de 1870 à Sedan a fait prendre conscience à nouveau la France qui avait besoin d'une école militaire d'excellence. Et c'est à ce moment-là que l'État a réinvesti l'école militaire qui, à l'heure actuelle, comporte un certain nombre de hautes écoles d'enseignement et de recherche. Alors ensuite, il y a une sorte de défaite qui est d'un autre ordre, mais qui a beaucoup compté, qui est d'ordre moral, qui est l'affaire Dreyfus. C'est à cet endroit, ainsi qu'aux Invalides, qu'a été dégradé et réhabilité le capitaine Dreyfus. Et c'est une affaire, évidemment, qui a beaucoup contribué à constituer une sorte de réflexion collective sur les valeurs de la République. Le Champ de Mars, avec la Révolution et l'Empire, devient une sorte de vaste espace libre juste au bord de Paris. Et donc c'est naturellement là qu'ont lieu un certain nombre de grands rassemblements ainsi que de grandes fêtes organisées par les régimes qui succèdent. Alors, l'une des grandes manifestations les plus importantes a été la fête de la Fédération. Alors, cette fête de la Fédération intervient le 14 juillet 1790, c'est-à-dire un an après la prise de la Bastille. Et là, en pleine période révolutionnaire, c'est un moment d'unanimité nationale, paraît-il. Tout le monde est là, les révolutionnaires, le roi, le clergé, et il y a un sentiment d'unité nationale extrêmement exaltant, et les gens participent à la construction d'une sorte d'hippodrome qui se fait un peu à l'arrache, tout le monde vient participer au terrassement. Enfin, c'est un moment
très unique et très bizarre dans l'histoire nationale où tout le monde communie en fait dans un sentiment d'unité qui sera précaire évidemment. Et donc la fête de la Fédération a une place énorme dans l'histoire de France et c'est elle qui justifie le choix du 14 juillet comme jour de la fête nationale. Et alors il y a 500 000 personnes qui viennent de toute la France et voilà, c'est vraiment un moment étonnant. Alors ensuite, il y a toutes sortes de choses qui se succèdent. L'année suivante, le 17 juillet, il y a une autre fête, mais elle tourne mal, il y a une fusillade. Il y a la fête de l'être suprême sous Robespierre. Sous le Directoire, il y a des fêtes plus thématiques, hein, comme la fête de l'agriculture, la fête de la vieillesse, la fête des victoires, les Olympiades de la République, l'exposition des produits français. Sous l'Empire, on distribue des aigles, on passe en revue les troupes. Sous la Restauration, on distribue des drapeaux, on rejoue une victoire militaire, on célèbre le mariage du duc d'Orléans. Enfin, en 1848, on fête la Concorde. Donc vous voyez, toutes ces fêtes se succèdent, grandioses, politiques, et presque au centre, à l'époque c'est le centre de Paris, mais c'est très très pratique comme d'avoir cet emplacement si vaste juste en bordure de Paris. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, pour ces 3 vidéos sur le Champ de Mars, si vous voulez avoir des informations sur les transformations actuelles qui sont prévues pour le Champ de Mars, et notamment pour avoir des éléments pour répondre à l'enquête publique, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Association des Amis du Champ de Mars. Ce sont des gens qui suivent la vie du Champ de Mars et qui ont fait une analyse très fouillée du projet actuel. Et je vous invite vivement à aller voir leur analyse.